c'est PistonKirk. Voici donc la seconde et dernière partie de la vidéo consacrée au roulement de l'IMS. Dans la précédente vidéo, nous avions vu à quoi il sert, pourquoi il est problématique, et surtout quelles sont les solutions à envisager pour éviter que le moteur casse. Donc si vous n'avez pas vu cette première partie, je vous invite à cliquer le lien qui se trouve dans le descriptif sous cette vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons voir étape par étape comment remplacer le roulement d'origine de l'IMS par une version fiabilisée. L'opération va se faire sur une Boxster 986 avec une boîte mécanique. Et si je précise la boîte, c'est parce qu'il y a une différence de procédure par rapport à une boîte automatique. Sur la boîte mécanique, il suffit de retirer la boîte pour accéder au roulement et le remplacer. Pour la boîte auto, il va falloir descendre le moteur et la boîte. Le roulement fiabilisé que nous nous apprêtons à installer est assez similaire dans son fonctionnement avec le roulement d'origine, car lui aussi a de la graisse seule à l'intérieur. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des kits dits DOF qui alimentent en continu le roulement avec l'huile du moteur. Le problème, c'est que ça demande du temps et du matériel supplémentaire, son installation est donc plus chère. Et c'est précisément pour cette raison que je n'ai pas retenu cette solution. Mais pour ceux que ça intéresse, j'ai pris la peine de mettre un lien vers un tutoriel dédié à l'installation de ce kit DOF dans le descriptif sous cette vidéo. Pour filmer cette opération de remplacement, je me suis rendu à l'atelier JM Mecha qu'on m'avait chaudement recommandé car son fondateur, Jérôme Maruecos, est un spécialiste de la réfection des moteurs Porsche. Pour ceux que ça intéresse, le lien vers son site web se trouve dans le descriptif. Pour lever toute ambiguïté, précisons d'entrée de jeu que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée. J'ai payé les pièces et la main d'œuvre avec mes sous à moi, durement économisés sur le budget cantine de mes enfants en les faisant manger un jour sur deux. Ouais bon ça va, hein, chacun ses priorités, et puis ça leur fait pas de mal. Bref, en clair, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. Si je cite des marques ou des personnes, c'est purement informatif. Et puisqu'on parle de marque, précisons que le roulement que Jérôme va installer sur ma Boxster est un modèle de chez Neuf Product, mais qu'il lui arrive aussi de travailler avec des roulements de chez LN Engineering. L'inconvénient de ces deux marques, c'est que comme elles sont américaines, il faut les commander là-bas et se farcir les procédures d'importation douanière. Mais si Jérôme se donne la peine de les importer, c'est parce que l'expérience lui a prouvé qu'ils étaient plus fiables que d'autres marques. Maintenant qu'on a les pièces, il est temps de passer à l'installation. Mais avant ça, il est bon de préciser que contrairement à mes précédents tutos, cette fois-ci, l'installation n'est pas à la portée d'un néophyte. Il faut être bien outillé et avoir une bonne base en mécanique avant de se lancer, au risque de faire une bêtise qui au mieux endommagera le moteur, au pire vous endommagera vous. Ouais, une boîte de vitesse ça fait quand même bien mal quand on se la prend sur le crâne. Cela dit, même si vous êtes un bricoleur averti, je ne recommande pas particulièrement de faire l'opération soi-même. Car comme vous allez pouvoir vous en rendre compte au fil de cette vidéo, confier l'opération à un pro peut en valoir la peine dans la mesure où il n'y aura ni casse, ni blessé. Allez, on y va. Étape 1, caler la distribution. On commence par aller dans l'habitacle où on bascule les sièges afin de pouvoir retirer plus facilement la moquette qui est derrière. Ceci nous permet d'accéder à la plaque pare-feu. Une fois qu'on l'a démontée, on peut accéder à l'avant du moteur. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ce tutoriel dont le lien se trouve dans le descriptif sous cette vidéo. Pour caler la distribution, il faut tourner la poulie du vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce que le méplat, c'est-à-dire l'encoche de la poulie, soit face à la marque du moteur OT cylindre 1. Puis on va insérer la pige dans le seul trou qui n'est pas rond afin de bloquer la distribution. Cet exemple a été filmé sur un moteur sorti. Sur ce plan, on peut voir que quand le moteur est encore dans la voiture, c'est un peu moins accessible car la pige se situe ici. Ensuite, on va installer cette réglette sur le côté droit du moteur pour bloquer les arbres à cames. Vu la position de l'objet, c'est pas particulièrement pratique à visser. Maintenant que la distribution est verrouillée, on peut sans risque démonter le roulement de l'IMS. Mais avant cela, il y a 5 étapes préalables. Étape 2, vidanger le moteur. Pour éviter que toute l'huile du moteur nous tombe dessus quand on va retirer le roulement de l'IMS, il va falloir vidanger le moteur. J'ai détaillé cette opération dans ce tutoriel. Tant qu'on y est, on va aussi en profiter pour changer le filtre à huile. Dès que l'huile a fini de s'écouler, on peut remettre le bouchon du carter. Mais avant, il faut remettre un nouveau joint. Et là, Jérôme m'a fait remarquer que j'avais utilisé un joint en cuivre. Alors, c'est pas problématique, mais d'après lui, étant donné que le bouchon est en aluminium, il est préférable d'utiliser un joint en aluminium. C'est toujours bon à savoir. Une fois le bouchon revissé et serré à 50 Nm, on peut remettre un filtre à huile neuf, puis serrer la cloche en plastique à 25 Nm. Étape 3, enlever le pot d'échappement. Pour cette étape, il vaut mieux avoir un pont. On commence par enlever les roues arrière, et comme il y a de fortes chances que les écrous du pot d'échappement soient grippés par la rouille, on va tout de suite pulvériser du dégrippant et le laisser agir quelques minutes pendant qu'on démonte les différents éléments du fond plat. Commencez par dévisser la plaque en plastique située à l'avant du moteur.
Faites bien attention au moment de la retirer car elle est à la fois vissée et clipsée en plusieurs endroits. Une fois enlevée, on va retirer les 2 barres latérales en dévissant les 5 écrous qui les maintiennent. Il faut à présent retirer la plaque métallique qui protège la boîte de vitesse. Dévissez ensuite la barre stabilisatrice qui est retenue par 6 écrous. Maintenant, on va pouvoir retirer l'échappement. On commence par stabiliser le pot d'échappement avec un vérin de fosse hydraulique, puis on enlève les écrous qui le retiennent. Notons au passage que sur une 911 type 996, il n'est pas nécessaire de retirer le pot d'échappement pour retirer la boîte car il y a assez d'espace autour. Et c'est justement pour ça que l'intervention est un peu moins chère. Par contre, que ce soit sur une 996 ou une Boxster, c'est un peu plus cher avec une boîte automatique car comme nous l'avons dit au début de la vidéo, il va falloir descendre le moteur et la boîte. Si vous ne voulez pas enlever le pare-choc arrière, il va falloir aussi retirer un des 2 coudes en U du pot d'échappement pour réussir à le passer. Cette opération n'est pas difficile en soi, mais elle peut prendre beaucoup de temps si on doit faire face à des écrous tellement rouillés qu'il est impossible de les enlever. D'ailleurs, pour éviter ce problème à l'avenir, au moment du remontage, Jérôme remettra des écrous neufs en cuivre qui ont l'avantage de ne pas rouiller. Étape 4, retirer la boîte de vitesse. Maintenant que l'espace est dégagé, il faut retirer cette traverse, puis la petite protection thermique à droite de la boîte de vitesse qui est retenue par 2 écrous. Il faut ensuite dévisser les vis des 2 cardans à droite et à gauche. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils sont désolidarisés de leur axe, vous pouvez les laisser en place car ils ne vous gêneront pas au moment de retirer la boîte de vitesse. Le récepteur d'embrayage est maintenu par un boulon de 13 qu'il faut dévisser pour pouvoir le retirer. Vous pouvez ensuite le dégager et le laisser pendre sur le côté. Allez ensuite de l'autre côté pour retirer la tringlerie de boîte qui correspond à cette pièce métallique. Maintenant, on va débloquer chacune des vis qui maintient la boîte de vitesse au moteur en les desserrant légèrement. Sur cette boîte retirée, on peut mieux voir où se situe chaque vis. Une fois que les vis sont dégrippées, on va utiliser le vérin de fosse pour soutenir la boîte de vitesse. Ce vérin a des chaînes que l'on va passer par-dessus la boîte pour éviter qu'elle ne bascule sur le côté quand on la retirera. À présent que la boîte est soutenue, on va pouvoir s'attaquer aux 2 supports de boîte boulonnés de part et d'autre de la boîte de vitesse. Une fois qu'ils sont retirés, on va pouvoir finir de dévisser toutes les vis de la boîte de vitesse une par une. Au moment du dévissage de ces vis, il y a une petite astuce à savoir. Une fois qu'elles sont sorties de leur pas de vis, ne les retirez pas complètement. Comme elles n'ont pas toutes la même taille, il vaut mieux les laisser en place pour ne pas faire d'erreur au remontage, sinon vous pourriez casser le carter. Pour l'instant, la boîte n'est plus maintenue par les vis, mais elle est encore retenue au moteur par son axe. Alors pour faciliter son extraction, on va soulever un peu le moteur pour avoir un peu plus de place entre la boîte et la barre du dessous qui est trop proche. Bien que cette astuce facilite le découplage de la boîte, ça n'est pas pour autant une opération facile. Même à 2, il faut faire preuve d'un peu de force et de doigté pour la retirer. Une fois qu'on a réussi à la reculer assez pour la sortir de son axe, il ne reste plus qu'à descendre le vérin de fosse et mettre la boîte de côté dans un endroit isolé où on ne risque pas de la faire tomber en la bousculant par accident. Ce serait un peu dommage de devoir changer la boîte en plus du roulement de l'IMS. Étape 5, démonter l'embrayage. Pour ouvrir l'embrayage, il faut desserrer les vis du diaphragme. Malheureusement, dans notre cas, elles ont été serrées trop fort. Alors on donne un petit coup de marteau sur chacune des têtes pour les débloquer. Ça a fonctionné pour certaines d'entre elles, mais pas toutes. Certaines têtes se sont déformées. Il a donc fallu utiliser un embout multipoint inséré de force pour réussir à les débloquer. Bien entendu, après avoir subi un tel traitement, les têtes de vis sont foutues. Mais c'est pas grave car de toute façon, il va falloir remplacer ces vis. Une fois que toutes les vis du diaphragme ont été enlevées, avant de le retirer, on met un centreur pour éviter que le disque d'embrayage ne bouge à l'ouverture. Maintenant, on peut retirer le disque d'embrayage et on en profite pour l'inspecter. Comme le mien n'a que 15 000 km, il est en parfait état, on va donc le conserver. En enlevant le disque d'embrayage, on a libéré l'accès aux vis du volant bimasse. Sur ces images, on peut voir que quand on cherche à démonter les vis, ça force et le volant bimasse tourne un peu. Comme les mouvements du moteur sont bloqués par les 2 cales que nous avons mis à l'avant du moteur, ces 2 cales ainsi que toute la cinématique subissent des contraintes. Alors pour éviter de transférer les contraintes sur tous les éléments du moteur au risque de casser la pige, nous allons utiliser une cale qui va bloquer la rotation du volant moteur. Cette cale est un outil qui n'est pas spécifique à Porsche, par exemple, celle que nous avons utilisée convient aussi à certains moteurs Peugeot. Une fois le disque bloqué, on a pu enlever sans risque les vis. Malheureusement, certaines étaient bloquées et on a dû de nouveau utiliser l'embout multipoint, ce qui a déformé la tête de vis et les a rendues inutilisables. Cela dit, ça n'a aucune importance car de toute façon, on ne va pas pouvoir réutiliser ces vis car ce sont des vis qui sont prévues pour se déformer au serrage. Il ne faut donc surtout pas les réutiliser.
Dans cette situation, le pire qui puisse vous arriver est de casser la tête de vis. Et dans ces cas-là, en tant que particulier, on peut se retrouver bloqué et être obligé soit de faire venir un pro, soit de tout remonter pour lui amener la voiture. C'est un peu pour cette raison que j'ai préféré confier cette opération à des personnes plus expérimentées et mieux outillées que moi. Dès que toutes les vis sont enlevées, on peut tirer vers soi le volant bimasse pour le déboîter. Mais soyez prudents, cette pièce fait entre 11 et 12 kg. Il faut donc faire attention à ne pas se la prendre sur le coin de la figure en l'enlevant. Une fois enlevé, ça y est, on peut enfin voir le roulement de l'IMS qui est ici. Mais avant de le démonter, il va falloir d'abord revenir sous le moteur pour retirer les deux tendeurs de la chaîne de distribution qui sont ici et là. Pour les enlever, il suffit de les dévisser. Mais comme de l'huile va ruisseler quand on va les retirer, il faut mettre une bassine dessous. Précisons que sur cette voiture, le tendeur de chaîne de distribution a un ressort parce que le roulement de l'IMS est à simple rangée, alors qu'il n'y a pas de ressort pour les doubles rangées. Étape 6, changer le joint SPI. Comme le joint SPI n'est plus tout jeune et commence à suinter, on va profiter du fait que l'embrayage est enlevé pour le remplacer. On commence par percer un trou à cet endroit précis car derrière, il n'y a aucune pièce mécanique. Donc si la mèche de la perceuse traverse, cela ne touchera aucun élément du moteur. Ce trou va nous permettre de visser l'embout d'un marteau à inertie. Ensuite, il a suffi d'une dizaine de petits coups pour sortir le joint sans abîmer quoi que ce soit. Cette méthode évite d'endommager les rebords du moteur en glissant un outil métallique entre le moteur et le joint pour faire levier. Il faut savoir que Porsche a eu des problèmes récurrents de fuite avec ses joints SPI. En tout, ils ont produit 7 modèles différents, dont certains avec des ressorts. Celui que nous allons installer est un des plus fiables, il est en Viton. Mais la difficulté est de réussir à le poser sans retourner les lèvres. C'est pour ça que j'ai demandé à Jérôme de nous expliquer sa technique. Ceux en Viton, ils sont très bien. Par contre, ce qu'il faut faire attention quand tu le mets, c'est pour pas le retourner. Enfin, il y a une technique, tu le pousses vers le haut pour le comprimer comme ça, pour arriver à le passer. Une fois que tu l'as inséré, pour être sûr que tu ne l'as pas niqué, tu le tournes. Et dès qu'il bouge, en fin de compte, tu le sens s'il y a une lèvre qui se met de travers. Hop. Après, nous, on a un outil. Pareil, Porsche, ils ont au cours du temps modifié pas mal de choses. Ça, c'est nous, on l'a fabriqué. Ça te permet de l'enfoncer, qu'il soit appliqué de côte à côte quand il va être placé à 13 mm. Voilà. Voilà, comme ça, tu es sûr que ton joint il est partout. C'est quand en fin de compte tu viens en appui tout bêtement et que ça sonne, tu sais que ton joint il est pas bien, il est parfait, quoi. Tu l'entends au bruit. Ça y est, on en a enfin terminé avec les étapes préparatoires. Maintenant, on peut s'attaquer au roulement de l'IMS. Étape 7, retirer le roulement de l'IMS. On commence par retirer les 3 boulons périphériques. J'en profite pour préciser qu'avant de chercher à démonter, nous avons tenté de tourner le roulement à la main et ça s'est avéré très difficile, ce qui n'est pas du tout normal. En fait, le roulement a commencé à s'user car de l'huile a pénétré à l'intérieur, le lessivant de sa graisse. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, d'après Jérôme, le roulement aurait tenu entre 3000 et 10 000 km, entraînant ensuite une casse moteur. Au moins, j'ai pas fait ça pour rien. Une fois les 3 boulons retirés, on peut s'occuper de l'écrou central. Si on cherche à desserrer l'écrou, l'axe va tourner en même temps. Pour bloquer la rotation de l'axe, on utilise donc un tournevis plat qu'on va insérer dans le méplat à l'extrémité de la tige filetée. Maintenant, on peut desserrer l'écrou sans problème, puis le retirer. Plus aucune vis ni boulon ne retiennent le couvercle du roulement. Mais l'enlever nécessite un peu de force. C'est pourquoi on va utiliser plusieurs tournevis plats pour le faire tourner un peu tout en faisant levier pour le désengager. Le roulement est encore retenu par un clip d'arrêt métallique qui est propre au roulement comme le mien à simple rangée. Les doubles rangées ont un jonc d'arrêt, aussi appelé segment d'arrêt, qu'on ne déclipse pas mais qu'on arrache. Pour retirer le clip qui équipe cette voiture, il faut utiliser une pince à clip avec des extrémités rondes que l'on va mettre dans les 2 trous du clip. En serrant, cela va réduire le diamètre et nous permettre de le sortir. Comme cet endroit est plein d'huile, ça n'est pas toujours évident d'arriver à serrer sans que l'extrémité de la pince ne sorte des trous. Sur ce coup, Jérôme a dû s'y reprendre à 3 fois. Une fois le clip enlevé, Jérôme a pris la peine de nous expliquer à quoi ça a servi de retirer l'étendeur de l'arbre. Et tu vois, en fin de compte, le fait d'avoir enlevé l'étendeur te permet d'avoir ton arbre à sa place, pas tiré, ni par à gauche ni par à droite par l'effort d'étendeur, vu qu'on défait le tripode, quoi.
Enlever le roulement nécessite un outil d'extraction spécial fourni avec le kit. On commence par visser sur l'axe du roulement la partie centrale de l'outil. Et comme mon roulement est bloqué, c'est plutôt facile de visser. Mais normalement, l'axe tourne quand on cherche à visser. Donc en théorie, il faudrait bloquer la rotation de l'axe avec un tournevis plat. Il est inutile de serrer fort, un serrage à la main suffit, on s'arrête quand on arrive au bout. Ensuite, on visse le cylindre tout en maintenant l'axe avec le doigt pour ne pas qu'il tourne quand on visse. Dès qu'on est au bout et qu'on sent une résistance, on visse l'écrou. D'abord à la main jusqu'au cylindre, puis avec deux clés. Une pour maintenir l'axe, l'autre pour continuer de serrer l'écrou. Dès que le roulement a sauté, il faut faire attention à avoir un bac en dessous pour récupérer le reste d'huile moteur qui va dégouliner. L'arbre il est entièrement traversé par l'huile alors que c'est censé ne pas être le cas. Donc tu vois là ça montre dans ton cas que au final traversé par l'huile lubrifiée parce que l'huile elle était en pleine dedans, ça n'empêche pas ton roulement de commencer à... Et regarde, tu vois derrière. On commence à apercevoir, il a quelques petites paillettes et cochonneries, tu vois, qui crachent à l'intérieur. Regarde comment ça fait gris. C'est des... Comment dire, c'est ferreux, on va dire. C'est pas... Donc là, oui, tu avais quand même en fin de compte un peu d'usure dessus. On le voit quand tu le nettoies, que tu le frottes avec ton doigt, tu récupères de la du début d'abrasion, quoi. Donc, on peut pas dire qu'il a, dans ton cas, on peut pas dire qu'il avait rien. En clair, il y avait bien de la limaille de fer dans l'huile du moteur, mais elle était trop fine et en quantité insuffisante pour que je puisse l'apercevoir en dépliant le filtre à huile. Et c'est précisément pour cette raison que je ne me suis rendu compte de rien lors de la vidange, il y a 3000 km. Allez, oublions ce roulement défectueux pour installer le nouveau. Étape 8, installer le nouveau roulement de l'IMS. Pour faciliter l'insertion du nouveau roulement, on l'a mis au congélateur 4 heures avant l'intervention pour que le métal se rétracte. Ainsi, le diamètre va être légèrement plus petit, on aura donc moins de mal à l'insérer dans son logement. Le kit est fourni avec un outil spécial pour remboîter le roulement. Cet outil permet de ne taper que sur la cage extérieure du roulement pour éviter de l'abîmer. On le positionne bien, puis on l'insère en tapant dessus légèrement avec un maillet. Et lorsqu'il s'enfonce, on entend un claquement dû à la dilatation brutale du métal qui s'est réchauffé au contact de la paroi du moteur. Une fois enfoncé au bout, on remet le clip de serrage en faisant bien attention à ne pas le faire tomber dans le moteur. Il faut savoir que les 3 vis du couvercle du roulement débouchent directement dans l'huile du moteur. Potentiellement, il peut donc y avoir de légères fuites d'huile par ces trous. On doit donc bien nettoyer la zone de jonction pour limiter le risque de fuite. Pour sa part, afin d'avoir une étanchéité parfaite, Jérôme met sur la zone de jonction et sur les boulons de la Loctite 574. C'est une pâte anaérobique qui a la particularité de durcir uniquement en absence d'air. Cela va éviter qu'elle ne contamine l'huile du moteur. C'est pas indispensable, mais ça limite le risque de fuite d'huile. Après avoir remis le couvercle, on visse l'écrou central légèrement, puis on remet de la pâte anaérobique sur le contour des trous, là où la tête du boulon va entrer en contact avec le couvercle. Puis on visse les nouveaux boulons avec un couple de serrage de 20 Nm. Précisons que sur d'autres kits, le couple peut être différent. Maintenant, on retire le boulon central pour remettre de la pâte anaérobique sur la surface de contact, puis on met une goutte de pâte bleue de frein de filet sur l'axe pour éviter que le boulon ne se desserre. Enfin, il ne reste plus qu'à serrer le boulon à 20 Nm, puis à passer un coup de chiffon pour enlever les résidus de pâte d'étanchéité. C'est bon, le nouvel IMS est en place, mais il nous reste encore à éviter les pièges du remontage. Étape 9, le remontage. On va commencer par remettre en place les tendeurs de distribution, mais avant de pouvoir les visser, il ne faut pas oublier de remettre les nouveaux joints en aluminium. Après, il faut les serrer avec un couple de 80 Nm. Puisqu'on a accès à l'extrémité du démarreur, Jérôme en profite pour mettre un peu de graisse de cuivre dessus. Ce n'est pas indispensable, mais ça contribue à le préserver, ce qui est toujours appréciable. Remettre le volant moteur ne se fait pas n'importe comment. Il y a un piétage sur le bloc et un trou qu'on appelle détrompeur sur le disque. Pour aider au repérage de ce trou, Jérôme a signifié son emplacement de l'autre côté du volant moteur avec de la peinture bleue. Cette marque va permettre de le positionner plus facilement lorsqu'on le remet en place. Une fois bien positionné, on remet des vis neuves que l'on va d'abord enduire d'un peu de pâte bleue de frein de filet pour éviter que les vis ne se desserrent à cause des vibrations. Puis, dans un premier temps, on les visse toutes les 8 à la main. Ensuite, la procédure de serrage est un peu particulière car il faut procéder en 2 temps. Il faut d'abord les serrer à 25 Nm en les croisant, c'est-à-dire qu'on serre une vis, puis on serre celle qui est diamétralement opposée. Ensuite, une fois que toutes les vis sont serrées, on doit encore les tourner d'un quart de tour. Le souci, c'est qu'on n'a pas la place de tourner d'un quart de tour en une seule fois. Alors, Jérôme programme sa clé dynamométrique pour qu'elle sonne lorsqu'on a atteint un angle de 90 degrés. Puis, il va serrer chacune des vis.
Sur la première passe, il n'a pu atteindre qu'un angle de 50 degrés. Il doit donc revenir en arrière pour recommencer jusqu'à ce qu'il ait ajouté les 40 degrés manquants. Un bip sonore lui indique lorsqu'il atteint l'angle souhaité. Là, la clé nous indique qu'on atteint 105 Nm. Ce quart de tour a donc ajouté 80 Nm de plus. Ensuite, on remet le disque d'embrayage en place que l'on centre grâce au centreur en plastique. Il faut bien veiller à mettre le disque dans le bon sens. Sur une des faces, il y a marqué Gearbox Side. Alors pour ceux qui sont nuls en anglais, précisons que c'est la face qui doit être dirigée vers la boîte de vitesse. On ne peut donc pas se tromper, il suffit de lire. Pour refermer l'embrayage, il ne reste plus qu'à remettre le diaphragme. Des pictos sont répartis tout autour de la pièce et font office de détrompeur. Il est donc impossible de se tromper en le remettant. Maintenant, on peut remettre les vis. Mais attention, là encore, il faut penser à utiliser des vis neuves. Avant de les visser, on va de nouveau enduire le filetage d'un peu de graisse de cuivre pour faciliter le prochain démontage. Puis, on revisse en croisant avec un couple de serrage de 25 Nm. Remettre le diaphragme en place permet de stabiliser le disque d'embrayage. On peut donc enlever le centreur du disque d'embrayage qui ne sert plus à rien. N'oubliez pas de le retirer, sinon vous ne pourrez plus en ficher la boîte. Maintenant que l'embrayage est refermé, la cale ne nous sert plus à rien, vous pouvez donc la retirer. Vous pouvez aussi retirer les piges et réglettes sur la partie avant du moteur. Avant de remettre la boîte de vitesse, Jérôme en profite pour mettre de la graisse de cuivre sur la butée et les boulons. Lorsqu'ils remettent la boîte, on réalise que même à deux, c'est un peu galère à remboîter. Dès qu'elle est bien emboîtée dans son axe et que les trous sont alignés, on revisse les boulons en croisant avec une pression de 50 Nm. Il faut maintenant remonter le reste, c'est-à-dire les supports de boîte, les cardans, le récepteur d'embrayage, la plaque de protection thermique, la traverse de support de fond plat et le pot d'échappement. D'ailleurs, en parlant de pot, j'ai remarqué que Jérôme n'a pas utilisé mes écrous d'origine, mais des écrous en cuivre, ce qui évite le grippage au prochain démontage. Une fois le pot en place, on peut remettre la barre stabilisatrice, les fonds plats et les roues. Mais il manque pas un truc important là? Ah oui, l'huile du moteur. Ouais, ce serait quand même con de démarrer le moteur sans huile. À présent, c'est le moment de vérité, on va tourner le contact pour voir s'il n'y a pas de problème. Et à mon grand soulagement, ça a marché du premier coup. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une opération longue et compliquée qui demande pas mal d'outils et qui n'est pas sans risque pour la mécanique si on se plante au remontage. Donc au moins grâce à cette vidéo, si vous voulez quand même vous lancer, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. En tout cas, un grand merci à Jérôme et Jérémy qui m'ont laissé filmer cette opération tout en prenant le temps de m'expliquer chaque étape. Encore une fois, les coordonnées de cet atelier sont dans le descriptif de cette vidéo, alors n'hésitez pas à les contacter. Allez, à la prochaine!